l'air du soir en Val-de-Loire était une caresse parfumée, un mélange subtil du parfum des lilas en pleine floraison et de l'anticipation palpable d'une célébration somptueuse. Dans l'une des salles de réception les plus prestigieuses d'un château surplombant la Loire, sous des voûtes ornées de lustres en cristal scintillant, s'était rassemblée la fine fleur de la société locale. Ce soir, on célébrait les fiançailles de Chloé Dubois, l'architecte principal du bureau d'innovation L'Avenir Architecte, et de Lucas Bernard, l'héritier de l'empire du bâtiment Le Pilier BTP. Tout autour d'elle n'était que scintillement et chatoiement. Les diamants au cou des dames rivalisaient avec l'éclat des chaussures vernies de leurs cavaliers, tandis que des myriades de bulles dansaient dans les flûtes de vin mousseux. Chloé, au centre de la salle, acceptait les félicitations avec une grâce étudiée. Elle portait une robe élégante couleur ivoire, une création simple mais d'une coupe parfaite qui soulignait sa silhouette élancée et déterminée. Ses cheveux châtains étaient relevés en une coiffure complexe, chaque mèche semblant avoir été placée avec la précision d'un plan d'architecte. Un sourire flottait sur ses lèvres, mais il n'atteignait jamais la profondeur de ses yeux gris, où une ombre de lassitude, presque imperceptible, s'était installée. Cette soirée aurait dû être l'apogée de son bonheur, le couronnement de sa réussite professionnelle et personnelle. Pourtant, au lieu de la joie exubérante qu'elle était censée ressentir, elle n'éprouvait qu'une sourde inquiétude, un bourdonnement lointain et persistant, semblable au grondement d'un orage qui s'approche. Lucas, son fiancé, était, comme à son habitude, l'image même de la perfection. Costume de grand couturier, sourire charmeur et ce regard assuré de celui à qui le monde appartient. Il se déplaçait avec une aisance déconcertante d'un groupe d'invités à l'autre, serrant des mains, échangeant des plaisanteries, incarnant le succès dans toute sa splendeur arrogante. Chloé l'observait, s'efforçant de réprimer un sentiment d'aliénation grandissant. Ces derniers mois, un mur invisible, tissé de sous-entendus et des longues absences de Lucas qu'il justifiait par des « affaires urgentes », s'était érigé entre eux. Il est simplement très occupé, se répétait-elle comme un mantra, une excuse qu'elle voulait désespérément croire. La gestion d'une telle entreprise exigeait un dévouement total, elle le savait. Mais son intuition, cette petite voix silencieuse et insistante qui l'avait si souvent guidée dans ses projets les plus audacieux, lui murmurait que la vérité était ailleurs. Elle sentait une dissonance dans ses paroles, percevait un éclat froid dans ses yeux lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas. Mais elle chassait ses pensées, les attribuant au stress prénuptial et à la fatigue accumulée sur son dernier projet. C'est alors que sa meilleure amie et collègue, Léa Petit, s'approcha. « Tu es absolument sublime, mais pourquoi cet air si triste et lointain ?» demanda-t-elle en serrant Chloé dans ses bras. « C'est ta soirée, tu devrais resplendir de mille feux. » Chloé tenta de composer un sourire insouciant, mais le résultat fut peu convaincant. Elle appréciait la sollicitude de son amie, mais ne pouvait se résoudre à partager avec elle ses vagues soupçons, qui lui semblaient à la fois stupides et infondés. Cherchant Lucas du regard, elle le repéra, parlant à voix basse avec Manon Leroy, sa principale concurrente du bureau l'Apex Design. Manon était une blonde spectaculaire, dotée d'un sourire prédateur et de la réputation d'une femme prête à tout pour atteindre ses objectifs. Chloé l'avait affrontée à plusieurs reprises sur le terrain professionnel, et chaque rencontre s'était transformée en une bataille d'intellect et d'ambition. La présence de Manon à leur fiançailles était une surprise des plus désagréables. Lucas lui murmura quelque chose à l'oreille, et Manon éclata d'un rire rauque et suggestif, posant une main familière sur son bras. Le geste était trop intime, trop personnel pour de simples partenaires d'affaires ou de vagues connaissances. Une sensation de froid glacial pinça le cœur de Chloé. Elle décida de s'approcher, de mettre fin à cette conversation. Mais à cet instant précis, Lucas, ayant remarqué son regard insistant, s'éloigna précipitamment de Manon et se dirigea vers la sortie menant à la terrasse, jetant par-dessus son épaule « Je reviens tout de suite, j'ai besoin de prendre l'air ». Chloé se retrouva seule au milieu de la salle bruyante, qui lui parut soudain étrangère, hostile. Son inquiétude se mua en une angoisse aiguë. Elle fit quelques pas vers la terrasse, puis s'arrêta. Elle ne voulait pas provoquer de scène, ni passer pour une fiancée suspicieuse. Au lieu de cela, elle tourna dans un couloir menant aux toilettes des dames, décidée à se passer de l'eau froide sur le visage pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Le couloir longeait plusieurs petits salons de discussion, et la porte de l'un d'eux était entr'ouverte. C'est de là qu'elle entendit le rire familier de Manon et la voix de son fiancé. « Ne sois pas jalouse, ma chérie, » disait Lucas. « Ce n'est qu'une formalité. Le mariage avec elle, c'est la fusion de nos deux entreprises, rien de plus. Ses talents, mes ressources, voilà ce qui compte. »
Chloé eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle se figea, plaquée contre le mur, osant à peine respirer. Chaque mot résonnait dans son cœur comme un coup de poignard, faisant voler en éclats le monde qu'elle avait si méticuleusement construit. « Mais tu la quitteras bien, une fois que tu auras le contrôle de ses projets ?» demanda Manon avec une insistance coquette dans la voix. Cette question glaça Chloé d'horreur. Il ne s'agissait pas seulement d'une infidélité, mais d'une trahison froide et cynique qui touchait à l'œuvre de sa vie. Ses projets étaient ses enfants, le fruit de nuits blanches et d'une passion créatrice dévorante. L'idée que Lucas ait pu utiliser ses sentiments pour s'emparer de sa propriété intellectuelle était monstrueuse. La réponse de Lucas fut le dernier clou sur le cercueil de leur relation. Bien sûr. Dès que l'avenir architecte fera partie du pilier BTP, Dubois deviendra superflu. C'est une bonne architecte, mais tellement naïve. Elle croit vraiment à l'amour et à toutes ses balivernes. Ces mots sonnèrent comme une sentence. Toute leur histoire, tous les mots tendres, tous les projets d'avenir, tout n'était qu'un mensonge. Elle n'était qu'un pion dans son grand jeu, un outil pour atteindre un objectif. Chloé recula de la porte, sentant un froid polaire l'envahir de l'intérieur. La douleur fut si intense qu'elle lui coupa le souffle un instant. Mais après la première vague de choc et de désespoir, quelque chose d'autre prit le dessus. Une rage froide, cristalline. Naïve. Elle, la femme qui, à 28 ans, était devenue l'une des architectes les plus demandées du pays, qui avait remporté des appels d'offres face à des professionnels chevronnés. Il osait la traiter de naïve. Elle n'allait pas faire irruption dans la pièce, ni crier ou l'accuser. Ce serait trop simple, trop prévisible. Elle fit demi-tour et se dirigea silencieusement vers la sortie, ignorant les regards étonnés des invités. Elle se déplaçait comme un automate, guidée par une seule et unique pensée, effacer cet homme de sa vie, le détruire comme il avait tenté de la détruire. L'amour et la douleur avaient cédé la place à un calcul glacial. Elle traversa la salle de bal la tête haute. Dehors, elle inspira à plein poumon l'air frais de la nuit. Le bruit de la fête resta confiné derrière les lourdes portes, et dans le silence retrouvé, elle put enfin s'entendre penser. Elle retira de son doigt la somptueuse bague de fiançailles ornée d'un énorme diamant, symbole de mensonge et de trahison, et, sans la moindre hésitation, la jeta dans un massif de rosiers. C'était son premier pas vers la liberté. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire ensuite, mais elle était certaine d'une chose, elle ne se laisserait pas briser. Elle s'engagea dans une allée déserte, ne prêtant aucune attention à la direction. Le claquement de ses talons sur le gravier rythmait les battements effrénés de son cœur. Les larmes brouillaient sa vue, mais elle les retenait obstinément. Elle ne pleurerait pas. Pas pour lui. Soudain, une vieille Citroën 2CV noire freina doucement à sa hauteur. La vitre teintée descendit, révélant un homme assis sur la banquette arrière. Son visage lui était familier. C'était Stéphane Morel, le propriétaire du groupe Souverain, le principal et plus redoutable concurrent de Lucas Bernard. Son nom était une légende dans le milieu. On le décrivait comme un homme d'affaires impitoyable, qui écrasait ses ennemis sans le moindre remords. Ses yeux bleus perçants la fixaient avec un intérêt glacial. Il était l'antithèse totale de Lucas et de son charme policé. Il y avait dans ses traits une puissance prédatrice et une volonté inflexible. Chloé Dubois. Sa voix était grave et autoritaire, dénuée de toute trace de sympathie. Il semblerait que votre célébration se soit terminée plus tôt que prévu. Elle s'arrêta, le regardant avec défi. À cet instant, peu lui importait qui il était. Elle était prête pour une nouvelle bataille, quelle qu'elle soit. « Que me voulez-vous, monsieur Morel ?» Sa voix était stable, bien qu'à l'intérieur tout fût en ébullition. Elle n'allait pas montrer sa faiblesse à cet homme. Il l'étudia attentivement pendant quelques secondes, comme pour l'évaluer. « Je vous ai vu jeter votre bague. » Un geste courageux. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid, bien plus savoureux que les gestes impulsifs. Ces mots la prirent par surprise. Il parlait de vengeance comme de la chose la plus naturelle au monde. Dans son regard, elle ne vit pas seulement un calcul froid, mais aussi une forme de compréhension. Lui, mieux que quiconque, savait ce qu'était la guerre. « Je n'ai pas l'intention de me venger, je compte juste continuer à vivre », mentit-elle, tentant de préserver les derniers vestiges de sa fierté. Stéphane eut un petit sourire, mais ses yeux ne riaient pas. « Ne vous mentez pas à vous-même. Bernard vous a humilié et prévoyait de vous détruire professionnellement.
Vous voulez vraiment laisser passer ça? Le laisser gagner? Chacun de ces mots frappait juste, ravivant les braises de la fureur qu'elle tentait d'éteindre. Il ouvrit la portière de la voiture. Montez. J'ai une proposition d'affaires à vous faire. Chloé n'hésita qu'un instant. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle s'installa dans l'habitacle, dont le cuir usé sentait le tabac froid. La petite voiture démarra dans un bruit de moteur caractéristique, l'emportant loin des ruines de sa vie passée. Le silence régnait à l'intérieur, seulement troublé par le léger ronronnement du moteur sur l'asphalte. Elle attendait qu'il parle, prête à toute éventualité. Lucas Bernard est un vieil ennemi, commença Stéphane, le regard fixé droit devant lui. Notre confrontation dépasse le cadre des affaires. Il doit être anéanti, et vous pouvez m'y aider. Chloé se tendit. Elle ne voulait pas devenir une arme entre les mains d'un autre, même pour assouvir sa vengeance. Je suis architecte, pas une tueuse à gages. Comment pourrais-je vous aider? Demanda-t-elle avec une pointe de sarcasme. Stéphane tourna la tête vers elle, et leurs regards se croisèrent. Vous deviendrez sa plus grande erreur, sa défaite la plus cuisante. Ce que je vais vous proposer peut vous sembler insensé, mais c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'obtenir justice pour nous deux. Il marqua une pause, comme pour la préparer à ce qu'elle allait entendre. Son calme avait sur elle un effet étrange. Il inspirait confiance. Bernard vous a volé l'avenir qu'il vous avait promis. Il voulait vous humilier. La meilleure réponse est de frapper son ego, son statut. Il doit vous voir chaque jour et réaliser ce qu'il a perdu, et comprendre que vous appartenez désormais à son pire ennemi. Chloé le regardait, sans bien saisir où il voulait en venir. Ses paroles étaient lourdes de sens, mais elle n'arrivait pas à en comprendre le but final. Et c'est alors qu'il prononça la phrase qui allait tout changer. Épousez-moi, Chloé. Ce soir. Elle se figea, le dévisageant. C'était si absurde, si impensable, qu'un instant, elle crut avoir mal entendu. Épouser un homme qu'elle connaissait à peine, l'ennemi de son ex-fiancé. Cela ressemblait à l'intrigue d'un roman de gare, pas à la vie réelle. Elle voulut lui rire au nez, le traiter de fou et sortir de la voiture. Mais elle ne le fit pas. Car une fois le choc initial passé, elle commença à voir la logique glaciale et diabolique de sa proposition. Ce ne serait pas une simple vengeance. Ce serait un chef-d'œuvre de stratégie, un coup dont Lucas Bernard ne se remettrait jamais. La nouvelle de leur mariage serait pour lui une humiliation publique sans précédent. C'est de la folie, murmura-t-elle, mais sa voix manquait déjà d'assurance. Stéphane la regardait calmement, attendant sa décision. C'est la guerre, la corrigea-t-il. Et à la guerre, tous les moyens sont bons. Je vous propose une alliance, un partenariat. Nous obtiendrons tous les deux ce que nous voulons, la victoire finale sur Bernard. Pour vous, la vengeance et la possibilité de construire une nouvelle vie sur les ruines de son empire. Aucun sentiment, juste des affaires. Elle repensa à la trahison de Lucas, à ses mots mensongers, à la façon dont il comptait l'utiliser puis la jeter. La fureur la submergea à nouveau, chassant la peur et les doutes. La proposition de Morel était risquée, mais elle lui donnait du pouvoir. Elle la transformait de victime en actrice. Elle plongea son regard dans les yeux bleus et froids de Stéphane et y vit le reflet de sa propre détermination. Elle allait le faire. Elle allait accepter son offre. J'accepte. Sa voix était ferme et assurée. Pour la première fois de cette soirée cauchemardesque, elle sentit qu'elle reprenait le contrôle de son destin. Une ombre de sourire, à peine perceptible, se dessina sur les lèvres de Stéphane. Il sortit son téléphone et donna un ordre bref. La voiture changea de direction, s'enfonçant dans l'obscurité de la nuit, vers leur avenir étrange et dangereux. Cette nuit-là, Chloé Dubois est morte pour renaître en tant que Chloé Morel. Chloé se réveilla, aveuglée par la lumière crue du soleil qui filtrait à travers d'immenses fenêtres panoramiques. Pendant quelques instants, elle resta immobile, confuse, ne sachant pas où elle se trouvait. Le plafond était d'une hauteur inconnue, l'air frais et climatisé. Elle s'assit lentement, et la couverture de soie glissa de ses épaules. La chambre était immense, décorée dans des tons stricts de gris, de noir et de blanc. Mobilier minimaliste en bois sombre et métal poli. Absence totale de photographies ou d'objets personnels. Tout ici parlait de la nature froide et ordonnée de son propriétaire.
Elle était dans l'appartement de luxe de Stéphane Morel. Et elle était sa femme. Les souvenirs de la nuit précédente déferlèrent avec une force renouvelée. La découverte humiliante, la rage glaciale, la rencontre dans une allée sombre et la décision folle et impulsive qu'elle avait prise. Une pointe d'angoisse lui serra la poitrine. Avait-elle fait le bon choix, ou avait-elle simplement troqué une cage pour une autre, plus spacieuse et dorée? Elle s'approcha de la fenêtre. La ville de Tours s'étendait à ses pieds, un enchevêtrement de toits d'ardoises et de rues anciennes. De cette hauteur, tout semblait insignifiant. C'était le monde de Stéphane Morel, un monde de pouvoir, de contrôle et de sommets vertigineux. Elle vit son reflet dans la vitre, un visage pâle, des cheveux en désordre, la robe de soirée de la veille qui ressemblait maintenant à une parodie pathétique de fête. Elle avait l'air d'une naufragée échouée sur une île déserte. Mais elle n'était pas une victime. Elle avait fait son choix. Il lui fallait maintenant comprendre les règles du jeu sur cette île. Sur un fauteuil, elle remarqua des vêtements soigneusement pliés, une simple chemise blanche, un pantalon noir et un cardigan en cachemire. À côté, une boîte contenant des chaussures neuves. Il avait pensé à tout. Ce geste était à la fois une marque d'attention et une démonstration de contrôle. Il avait anticipé ses besoins, lui évitant d'avoir à demander quoi que ce soit. Chloé prit une douche dans l'immense salle de bain en marbre noir, puis s'habilla. Les vêtements lui allaient à la perfection. Quand elle sortit dans le salon, il était déjà là. Stéphane se tenait près de la fenêtre, vêtu d'un costume d'affaires impeccablement coupé, et parlait au téléphone. Il ne se retourna pas, mais elle sut qu'il avait senti sa présence. Terminant la conversation par une phrase courte et autoritaire, il se tourna vers elle. Ses yeux bleus parcoururent sa silhouette d'un regard évaluateur. « Bonjour, Chloé. J'espère que vous avez bien dormi. » Son ton était poli, mais totalement impersonnel, comme s'il s'adressait à un nouveau partenaire commercial. « Où sommes-nous ? » demanda-t-elle, ignorant sa salutation. Elle devait s'affirmer, montrer qu'elle ne serait pas une poupée docile. « Dans mon appartement. C'est désormais aussi votre maison. » Il désigna une table dressée pour le petit déjeuner. « Asseyez-vous. Nous devons discuter des termes de notre alliance. » Il n'utilisa pas le mot « mariage », et elle lui en fut reconnaissante. Ce n'était effectivement pas un mariage, mais une alliance de guerre. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la table en verre. Un mètre les séparait, mais un gouffre semblait les diviser. « J'ai déjà donné des instructions à mes avocats », commença Stéphane en lui servant du café. « Tous les documents relatifs à notre mariage seront prêts en milieu de journée et enregistrés de manière antidatée. Pour le monde entier, nous nous sommes mariés hier soir après une romance secrète. Cette légende doit être impeccable. » Chloé hocha la tête en silence, buvant une gorgée de café. Il était fort et amer, comme leur situation. « Passons maintenant aux règles, » poursuivit-il, sa voix se faisant plus dure. « Premièrement. En public, nous sommes un couple amoureux. Nous devons être convaincants. La moindre erreur pourrait nous coûter la victoire. Pas de désaccord, pas de regard froid. Nous formons un front uni. » Il la regardait droit dans les yeux, et elle soutint son regard. « Je comprends. Je suis une bonne architecte, je saurai donc concevoir l'illusion d'un mariage heureux. » La même ombre de sourire réapparut sur ses lèvres. « Bien. Deuxièmement. Entre les murs de cet appartement, nous sommes des partenaires. Chacun a sa propre vie, ses propres intérêts. Je n'empiéterai pas sur votre espace personnel, et j'attends la même chose de votre part. Pas de questions sur le passé, pas d'exigences émotionnelles. Notre objectif commun est la destruction de Bernard. Tout le reste n'a aucune importance. » Cette règle lui convenait parfaitement. Elle ne cherchait ici ni amitié ni réconfort. Troisièmement, et c'est le plus important. Stéphane se pencha en avant, son regard devenant glacial. Notre union a un but final. Dès que Lucas Bernard et son empire seront détruits, définitivement et irrévocablement, notre mariage sera dissous. Nous divorcerons discrètement. Vous recevrez une compensation généreuse qui vous assurera une indépendance financière complète jusqu'à la fin de vos jours. Ce sera le paiement pour vos services. Ils parlaient de leur futur divorce avec le même pragmatisme que s'il s'agissait d'un achat d'actions. Chloé posa sa tasse. Ces mots la blessèrent, bien qu'elle ne voulût pas l'admettre.
Je n'ai pas besoin de votre paiement, monsieur Morel. Mon talent et mon indépendance financière. Je ne m'engage pas dans cette alliance pour l'argent. Elle le regarda avec une fierté froide. J'exige autre chose. Je veux être plus que la façade de cette opération. Je veux en être un acteur clé. Je veux participer à la bataille. Il se renversa sur sa chaise, surpris par sa répartie. Un éclair d'intérêt passa dans ses yeux. Continuez, dit-il. Je suis au courant de l'appel d'offres pour le projet Nouvel Horizon, commença-t-elle, passant sur le terrain professionnel où elle se sentait en confiance. C'est le projet d'aménagement le plus ambitieux en Val-de-Loire depuis des décennies. Je sais que le pilier de Bernard et votre groupe souverain sont les principaux concurrents. Lucas était convaincu qu'en m'épousant, il obtiendrait les concepts de mon bureau et s'assurerait la victoire. C'est exact, confirma Stéphane. Alors, voici ma condition. Chloé se redressa, sentant sa confiance d'antan revenir. Je veux diriger la division architecture du groupe souverain pour ce projet. Je présenterai ma propre conception sous votre bannière. J'écraserai Lucas sur le terrain où il se croit invincible. Je lui arracherai le projet de sa vie en utilisant le talent même qu'il voulait voler. Un silence s'installa. Stéphane la fixa d'un long regard pénétrant, comme s'il sondait son âme. Elle ne détourna pas les yeux, affichant sa détermination. Elle ne demandait pas, elle exigeait. C'était le prix de sa participation à sa guerre. Finalement, il hocha lentement la tête. Vos conditions sont acceptées. À partir d'aujourd'hui, vous êtes l'architecte en chef du projet Nouvel Horizon pour le groupe souverain. Des ressources illimitées vous seront fournies. Elle sentit une vague de triomphe. Elle avait repris le contrôle. C'était maintenant sa guerre, et elle allait la mener selon ses propres règles. Dans ce cas, j'ai une autre condition, ajouta-t-elle. Mon équipe de l'avenir architecte regroupe les meilleurs spécialistes. Je veux qu'ils viennent avec moi. Je ne travaille pas sans mes collaborateurs. Stéphane hocha de nouveau la tête. Je rachèterai leur contrat. Considérez que c'est réglé. Et une dernière chose, dit-elle, entrant pleinement dans son rôle. Pourquoi? Pourquoi détestez-vous autant Bernard? Je dois savoir pourquoi nous nous battons. Ce n'est pas une simple concurrence commerciale, n'est-ce pas? La question fit se durcir son visage. Un instant, une telle douleur et une telle fureur passèrent dans ses yeux que Chloé en fut mal à l'aise. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, lui tournant le dos. Nos pères étaient associés, commença-t-il d'une voix sourde. Ils ont démarré leur entreprise de rien dans les années 90. Mon père était un ingénieur de génie, et le père de Lucas, Jean, un homme d'affaires avisé. Quand leur société a pris son envol, Jean-Bernard a trahi mon père. Il l'a piégé, l'a accusé de malversation et l'a chassé de l'entreprise, lui prenant tout. Mon père n'a pas supporté cette humiliation. Il est mort un an plus tard d'une crise cardiaque. Chloé écoutait, retenant son souffle. Cette histoire expliquait beaucoup de choses. Ce n'était pas une simple rivalité, c'était une vendetta. Lucas, digne fils de son père, poursuivit Stéphane, toujours face à la ville, utilise les mêmes méthodes sordides, chantage, corruption, trahison. Le projet Nouvel Horizon devait être leur triomphe commun, le symbole de la dynastie Bernard. Je leur arracherai ce triomphe. Je détruirai tout ce qu'ils ont construit sur les os de mon père. Il se retourna, son visage semblable à un masque d'acier. Maintenant, vous savez tout. Notre ennemi ne reculera devant rien. Il tentera de vous détruire dès qu'il apprendra notre mariage. Il utilisera n'importe quelle saleté, n'importe quel mensonge. Êtes-vous prête pour ça? Sa question n'était pas une simple formalité. C'était sa dernière chance de reculer. Mais en le regardant, cet homme mu par une soif de justice, elle ne ressentit pas de peur, mais une étrange parenté d'âme. Elle aussi avait été trahie, ses rêves aussi avaient été foulés aux pieds. Elle se leva et s'approcha de lui, s'arrêtant à ses côtés près de la fenêtre. « Je suis prête, dit-elle fermement. Lucas Bernard m'a sous-estimé. Il a commis la plus grande erreur de sa vie, et nous allons la lui faire payer. » Stéphane la regarda, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. Il lui tendit la main. « Alors, bienvenue au groupe souverain, Madame Morel. » Elle posa sa paume dans la sienne.
La poignée de main fut ferme et professionnelle. Le contrat était conclu. Un contrat glacial, scellé par une haine commune et une soif de vengeance. 3 jours plus tard avait lieu le gala caritatif annuel organisé par la Fondation Renaissance. C'était l'événement mondain majeur de la saison, un lieu où se concluaient des affaires, naissaient des rumeurs et s'effondraient des réputations. Stéphane avait choisi cette soirée pour leur première apparition commune. C'était la scène idéale pour présenter au monde le nouveau couple le plus puissant de la région. La préparation pour la soirée ressemblait à celle d'une opération militaire. Des dizaines de robes de grands couturiers furent livrées à l'appartement. Stéphane examina personnellement les croquis, rejetant une option après l'autre avec une phrase lapidaire, pas assez spectaculaire. Finalement, il choisit une robe qui coupa le souffle à Chloé. Elle était faite d'une lourde soie bleu nuit, presque noire, qui scintillait d'un éclat saphir sous la lumière des projecteurs. Une silhouette fourreau, des épaules dénudées et une fente haute. Elle était à la fois élégante et audacieuse. La robe était accompagnée d'un collier de diamants et de saphirs qui s'harmonisait parfaitement avec la couleur de ses yeux. « C'est trop », murmura Chloé en se regardant dans le miroir. Elle reconnaissait à peine la femme dans le reflet. Ce n'était pas la modeste architecte Chloé Dubois, mais une Chloé Morel autoritaire et sûre d'elle. « Rien n'est jamais trop quand il s'agit d'une démonstration de force », répondit Stéphane, debout derrière elle. Son reflet dans le miroir était aussi froid et impeccable que lui. « Ce soir, vous êtes ma principale arme. Vous devez avoir l'air en conséquence. » Il s'approcha et ferma le fermoir du collier autour de son cou. Ses doigts effleurèrent sa peau, et un léger frisson parcourut le corps de Chloé. Son contact était froid, presque sans vie, mais une énergie latente en émanait. « Souvenez-vous de la légende, dit-il doucement, son souffle effleurant son oreille. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois lors d'un encan prestigieux en France. Depuis, nous vivions une romance secrète. Nous nous sommes mariés sur un coup de tête, car nous ne voulions plus cacher nos sentiments. Vous devez y croire vous-même. » Lorsqu'ils arrivèrent au lieu du gala, une foule de journalistes les attendait déjà. Les flashs des appareils photo étaient aveuglants. Stéphane sortit le premier, puis se tourna et tendit la main à Chloé. Ce geste, répété à la perfection, semblait absolument naturel. Il la prit possessivement par la taille, et ils avancèrent ensemble sur le tapis rouge. Un murmure parcourut la foule, se transformant rapidement en un brouhaha d'étonnement. Personne ne s'attendait à voir Stéphane Morel, connu pour sa discrétion, en compagnie d'une femme inconnue. Ils fendirent la foule comme un brise-glace à travers une fine couche de glace. Stéphane saluait d'un signe de tête ses connaissances mais ne s'arrêtait pas, guidant Chloé directement vers le centre de la salle. Elle sentait sur elle des centaines de regards curieux, envieux et réprobateurs, mais elle gardait son calme, comme Stéphane le lui avait appris. Elle affichait un léger sourire énigmatique, jetant de temps à autre sur son mari un regard rempli d'adoration. C'était un spectacle, mais elle jouait son rôle avec le professionnalisme d'une architecte créant une façade parfaite. La nouvelle de leur mariage soudain se propagea dans la salle à la vitesse d'un feu de forêt. Les gens chuchotaient dans leur dos, se transmettant l'incroyable nouvelle. C'est Chloé Dubois, la fiancée de Bernard. On dit que les fiançailles sont rompues. Morel a volé la fiancée de son pire ennemi. Quel scandale! Chloé entendait des bribes de phrases, mais ne laissait rien paraître. Elle y était préparée. Cela faisait partie du plan, un impact public maximal. Et enfin, elle les vit. Lucas et Manon se tenaient près du bar en compagnie de plusieurs hommes d'affaires. L'un de leurs interlocuteurs, remarquant Chloé et Stéphane, murmura quelque chose à l'oreille de Lucas. Il se retourna. La première seconde, son visage exprima l'incompréhension. Puis, elle fut remplacée par le choc lorsqu'il vit la main de Stéphane sur la taille de Chloé et l'énorme alliance à son doigt. Son visage devint cramoisi, et le verre de vin rouge qu'il tenait à la main trembla. Manon, suivant son regard, se figea également. Sur son joli visage se lisait un mélange de jubilation et de désarroi. Elle s'attendait à voir Chloé anéantie et humiliée, pas rayonnante dans les bras de l'homme le plus puissant de la salle. Lucas, incapable de contenir sa fureur, se dirigea droit sur eux, bousculant les invités. Manon se hâta de le suivre, tentant en vain de l'arrêter. « Chloé, qu'est-ce que tout cela signifie » siffla-t-il en s'arrêtant à un pas d'eux. Sa voix était basse, mais bouillonnante de rage. Il ignorait complètement Stéphane, concentrant toute son attention sur elle.
Chloé le regarda calmement, avec une nuance de surprise polie, comme si elle voyait un inconnu importun plutôt que son ex-fiancé. « Lucas, je ne m'attendais pas à te voir ici. Permets-moi de te présenter mon mari, Stéphane Morel. » Chaque mot était prononcé d'un ton égal et froid. Elle appuya particulièrement sur le mot « mari », portant un coup précis et calculé à son ego. Le visage de Lucas se tordit de colère. « Tu es devenue folle ? Nous étions fiancés il y a 3 jours. Tu n'as pas pu l'épouser. » Il criait presque, attirant l'attention de tous. Les invités autour d'eux se turent, observant avec intérêt le drame qui se déroulait. Nos fiançailles étaient un regrettable malentendu qui, heureusement, appartient désormais au passé, répondit Chloé, toujours aussi imperturbable. Tu n'as pas à t'inquiéter. Son calme l'exaspérait encore plus. Il voulait voir ses larmes, sa douleur, et au lieu de cela, il avait en face de lui une reine de glace. Traîtresse. Tu m'as échangé contre son argent. Cria-t-il, perdant définitivement tout contrôle. C'est à ce moment que Stéphane intervint. Il fit un pas en avant, protégeant Chloé de son corps. Sa grande taille et sa carrure le rendaient particulièrement imposant. Monsieur Bernard. Sa voix était douce, mais elle contenait de l'acier. Je crois que vous vous oubliez. Vous vous adressez à ma femme. Si vous avez des réclamations, adressez-les-moi. Mais je vous conseillerais de le faire dans un autre lieu, et à un autre moment. Le regard de Stéphane était si froid et menaçant que Lucas recula involontairement d'un pas. Il réalisa soudain qu'il se tenait au milieu d'une salle remplie de personnes influentes et se comportait comme un adolescent hystérique. Il s'était ridiculisé. Brûlant de honte et d'humiliation, il lança à Chloé un regard plein de haine, fit demi-tour et quitta la salle d'un pas rapide. Manon, après une seconde d'hésitation, se précipita à sa suite. Le spectacle était terminé. Stéphane se tourna de nouveau vers Chloé. « Vous avez été magnifique, dit-il doucement. » Et pour la première fois, des notes d'approbation sincères résonnèrent dans sa voix. Il lui offrit une coupe de vin mousseux, et ils se retirèrent sur un balcon isolé, à l'abri des regards curieux. Chloé en but une longue gorgée. Ses mains tremblaient légèrement. Jouer ce rôle avait été plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. La tension retombait maintenant. « Il est faible, » dit Stéphane en regardant la ville nocturne. Sa principale vulnérabilité, c'est son ego. Aujourd'hui, nous lui avons porté un coup dévastateur. Chloé restait silencieuse, contemplant les lumières. Au lieu de la satisfaction d'avoir humilié Lucas, elle ressentait un vide. La vengeance n'était pas aussi douce qu'elle l'avait imaginé. C'était simplement un acte nécessaire, comme une opération chirurgicale pour enlever une tumeur. « Vous avez froid ? » demanda Stéphane, remarquant qu'elle frissonnait. Sans attendre de réponse, il retira sa veste et la posa sur ses épaules. Le tissu conservait la chaleur de son corps et sentait un parfum cher aux notes de santal et de tabac. Ce geste simple, presque intime, était totalement inattendu. Il enfreignait les règles de leur contrat froid. Un instant, Chloé se sentit protégée, et cette sensation était effroyablement agréable. Elle le regarda d'un œil nouveau. Derrière la façade de l'homme d'affaires impitoyable, elle aperçut un homme capable d'une attention inattendue. C'était la première fois qu'elle voyait en lui plus qu'un simple allié de circonstance. C'était la première fissure dans le mur de glace qu'il avait érigé autour de lui. « Merci », dit-elle doucement, s'enveloppant plus étroitement dans la veste. Il se contenta d'un bref signe de tête, et ils se replongèrent dans le silence. Mais ce silence était différent maintenant, moins tendu, presque confortable. Ils rentrèrent à l'appartement tard dans la nuit. L'euphorie de la victoire s'était dissipée, ne laissant derrière elle que de la fatigue. Ils montèrent en silence dans l'ascenseur. Une semi-obscurité régnait dans l'immense salon. « J'ai donné des instructions pour vous préparer une chambre séparée dans l'autre aile de l'appartement, avec une salle de bain et un bureau, » dit Stéphane, rompant le silence. « J'ai pensé que ce serait plus correct. » Il maintenait toujours la distance, les ramenant au terme du contrat. Chloé hocha la tête. « Oui, ce sera plus correct. » Elle retira sa veste et la lui tendit. « Merci pour tout. » Il prit la veste, et leurs doigts s'effleurèrent un instant. « Bonne nuit, Chloé. » C'était la première fois qu'il prononçait son prénom sans ce ton formel. « Bonne nuit, Stéphane. »
Elle fit demi-tour et se dirigea vers sa nouvelle aile. La première bataille était gagnée, mais la guerre ne faisait que commencer. Et elle comprenait que son adversaire le plus redoutable n'était pas Lucas, mais l'homme avec qui elle partageait désormais un toit. Le premier jour de travail de Chloé au groupe souverain fut comme un pas dans le futur. Le siège de Stéphane, situé dans un immeuble de bureaux moderne près de Tours, en Val-de-Loire, était l'incarnation du pouvoir et de la technologie. Des intérieurs froids en verre et en métal, des ascenseurs silencieux, des employés en costume strict se déplaçant avec une efficacité calculée. Tout ici fonctionnait comme un mécanisme unique et bien huilé. C'était un contraste saisissant avec l'atmosphère créative, presque familiale, de son propre bureau, l'Avenir Architecte. On lui avait attribué un étage entier, un immense bureau avec une vue panoramique sur la ville, les ordinateurs les plus modernes, des tableaux interactifs pour la conception. Stéphane avait tenu parole. Les ressources étaient vraiment illimitées. Bientôt, son équipe arriva, 3 de ses meilleurs architectes et 2 ingénieurs de l'Avenir Architecte. Leur visage exprimait un mélange de confusion et d'excitation. Stéphane n'avait pas seulement racheté leur contrat, il leur avait offert des conditions impossibles à refuser. « Chloé, que se passe-t-il » demanda son adjoint, Théo Girard, dès que la porte se fut refermée derrière les représentants des RH. « C'est la guerre, Théo, répondit-elle, balayant calmement du regard ses collègues déconcertés. Et nous venons de passer du côté de ceux qui vont la gagner. Notre mission est de créer le meilleur projet architectural que ce pays ait jamais vu, et par là même, de détruire le pilier BTP. Elle n'entra pas dans les détails de son mariage fictif. Il leur suffisait de savoir qu'ils avaient un puissant protecteur. Les premiers jours furent un tourbillon fiévreux. Chloé se plongea corps et âme dans le travail, essayant de rattraper le temps perdu. L'appel d'offres pour le projet Nouvel Horizon battait son plein, et il leur restait moins d'1 mois pour développer et soumettre leur concept. Elle savait que Lucas présenterait quelque chose de grandiose, de coûteux, mais sans âme, dans son style habituel. Pour gagner, elle devait proposer non pas de simples bâtiments, mais une nouvelle philosophie de la vie urbaine. Elle travaillait 18 heures par jour. Les jours se fondirent en un flux continu de plans, de calculs et de brainstorming. L'étage se transforma rapidement. Des croquis apparurent sur les murs, des maquettes en mousse et en plastique grandirent sur les tables. Chloé était dans son élément. Ici, dans le monde des lignes, des formes et des espaces, elle oubliait la douleur de la trahison et l'étrange alliance froide qui la liait à Stéphane. Le travail était son refuge, son armure. Son concept était radicalement différent de tout ce qui avait été construit dans la région auparavant. Au lieu de tours de verre sans âme, elle conçut un complexe à plusieurs niveaux où les zones résidentielles s'entremêlaient avec des parcs verdoyants, des fermes verticales et des espaces publics. Elle utilisa des matériaux écologiques et des technologies à économie d'énergie. Ce n'était pas seulement un quartier résidentiel, mais un écosystème autosuffisant au cœur d'une ville historique, un espace créé pour les gens, pas pour les voitures. Stéphane n'intervenait pas dans son travail. Il ne descendit pas une seule fois à son étage, mais elle savait qu'il était au courant de chaque étape. Chaque jour, elle lui envoyait de brefs rapports sur le travail accompli. Parfois, il répondait par des commentaires laconiques ou des questions précises qui témoignaient de sa profonde compréhension du projet. Elle sentait sa présence invisible, son contrôle constant. Il était comme un grand maître d'échecs observant une pièce maîtresse sur l'échiquier. Parfois, tard le soir, elle l'apercevait à la fenêtre de l'immeuble voisin, où se trouvait son bureau personnel. Il se tenait dans l'obscurité, seule sa silhouette se découpant sur les lumières de la ville nocturne. Elle avait l'impression qu'il la regardait droit dans les yeux, à travers des centaines de mètres de vide. Dans ces moments, elle ressentait un lien étrange avec cet homme. Ils étaient tous deux des guerriers solitaires, chacun sur son front, unis par un objectif commun. Après 2 semaines de travail titanesque, le concept initial était prêt. Il était temps de le présenter à Stéphane. Chloé était nerveuse. Son évaluation était cruciale. Il n'était pas seulement le client, il était l'investisseur qui misait des milliards et sa réputation sur ce projet. Si sa vision audacieuse et révolutionnaire ne lui plaisait pas, tout son plan s'effondrerait. Elle entra dans son bureau, se sentant comme une étudiante passant l'examen le plus important de sa vie. Le bureau de Stéphane ressemblait au poste de commandement d'un général. Une immense table en bois noir, un mur transformé en écran géant et une vue panoramique sur la ville à couper le souffle. Il était assis dans son fauteuil, lui tournant le dos. « Commencez,
dit-il sans se retourner. Chloé prit une profonde inspiration et projeta la première diapositive de sa présentation sur l'écran principal. Elle commença à parler. Elle parla du manque d'espace vert dans les villes modernes, de l'aliénation des gens dans les jungles de béton, de la nécessité de créer des espaces qui favorisent la communication et l'harmonie avec la nature. Elle parlait avec passion, conviction, oubliant qui était assis en face d'elle. Ce n'était pas une simple présentation de projet, c'était une confession, l'exposé de son credo professionnel. Elle montra des plans, des modèles 3D, des calculs d'efficacité énergétique, prouvant que son rêve n'était pas seulement beau, mais aussi économiquement viable. Quand elle eut terminé, le silence s'installa dans le bureau. Stéphane se tourna lentement dans son fauteuil. Il regarda longuement l'image de la ville futuriste sur l'écran, puis posa son regard sur elle. Son visage était impénétrable. « C'est audacieux, dit-il enfin, et Chloé ne put dire si c'était un compliment ou une critique. C'est très cher et risqué. Le conseil d'administration n'approuvera jamais un projet basé sur l'harmonie avec la nature. Il pense en termes de profit au mètre carré. » Le cœur de Chloé se serra. Elle avait perdu. Son pari était un échec. Elle avait tout misé et s'était trompée. « Je comprends, » dit-elle doucement, essayant de garder sa dignité. Elle s'apprêtait à éteindre la présentation quand il l'arrêta. « Je n'ai pas dit que ça ne me plaisait pas. J'ai dit que ça ne plairait pas au conseil d'administration. » Il se leva et s'approcha de l'écran, examinant les détails du projet. « Vous ne proposez pas simplement des bâtiments, mais un nouveau modèle social. Cela va changer le marché de l'immobilier. » Il parlait lentement, réfléchissant à voix haute. Bernard, avec son assortiment standard de boîtes de luxe, aura l'air d'un dinosaure à côté de ça. Ce n'est pas seulement une victoire à l'appel d'offres. C'est une déclaration. Une déclaration sur qui définira l'avenir de cette région. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une admiration sincère. « Votre talent est encore plus grand que je ne le supposais, Chloé, » dit-il, et sa voix était dépourvue de toute froideur. Vous n'êtes pas seulement une arme dans ma guerre, vous êtes une force en soi. Ce moment fut un tournant dans leur relation. Il cessa de la voir comme un simple instrument de vengeance. Il vit en elle une partenaire égale, une stratège de génie dans son domaine. Le scepticisme dans son regard fut remplacé par un profond respect. Il se dirigea vers son bureau et appuya sur un bouton de l'interphone. « Passez-moi le directeur financier. Dites-lui que le budget du projet Nouvel Horizon est doublé. Et que le service juridique prépare les documents pour la création d'une nouvelle filiale pour gérer le projet. La directrice générale sera Madame Morel. » Chloé le regardait, n'en croyant pas ses oreilles. Il ne se contentait pas d'approuver son projet, il lui en donnait le contrôle total. Après avoir donné ses ordres, il termina la conversation et la regarda de nouveau. « Faites-le. Construisez-le. Et écrasez-le avec ça. » Ses paroles résonnaient d'une confiance absolue. Il lui donnait une carte blanche totale et inconditionnelle. À cet instant, ils cessèrent d'être de simples époux fictifs unis par la haine. Ils devinrent une véritable équipe, soudée par un objectif commun et ambitieux. Et Chloé comprit que cette bataille serait bien plus passionnante qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La nouvelle que Chloé Morel dirigeait le projet Nouvel Horizon pour le groupe souverain fit l'effet d'une bombe dans les milieux de l'architecture et des affaires. Son concept audacieux et écologique devint le principal sujet de discussion. Les experts admiraient son approche innovante, tandis que ses concurrents reconnaissaient avec envie que la barre avait été placée à un nouveau niveau. Pour Lucas Bernard, ce fut un coup terrible. Il se retrouva en position de poursuivant, et son propre projet, sur lequel il avait tout misé, semblait désormais dépassé et banal. Incapable de rivaliser avec Chloé sur le terrain professionnel, il choisit une autre tactique, celle que son père maîtrisait si bien, la guerre de l'ombre. Quelques jours plus tard, les premières fuites commencèrent à apparaître dans la presse à scandale et sur des chaînes Telegram anonymes. D'abord des insinuations, puis de la calomnie pure et simple. Des articles au titre venimeux mettaient en doute la compétence de Chloé. Ils laissaient entendre que le projet avait été développé par l'équipe de Morel, et qu'elle n'était qu'une belle façade, une épouse trophée ayant obtenu son poste sur l'oreiller. Ils exhumèrent de vieux conflits insignifiants, les gonflant à des proportions cosmiques. Ils rappelèrent un appel d'offres qu'elle avait perdu 2 ans plus tôt, le présentant comme une preuve de son incompétence.
Des sources anonymes de son ancien bureau affirmaient qu'elle avait toujours été plus une bonne gestionnaire qu'une créatrice de génie. Chaque coup était calculé pour saper sa réputation et détruire son atout le plus précieux, son nom. Ces attaques blessèrent Chloé bien plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle était habituée à la concurrence féroce, à la critique de ses œuvres, mais elle n'avait jamais été confrontée à un mensonge personnel aussi flagrant. La fureur se mêlait à l'amertume. Elle avait construit sa carrière seule, brique par des nuits blanches et un travail acharné. Et maintenant, un journaliste acheté osait affirmer que toutes ses réalisations étaient le fruit d'un mariage opportun. Nous devons répondre, dit-elle à Stéphane ce soir-là, arpentant son bureau. Nous devons porter plainte pour diffamation, publier un démenti officiel. Elle était prête à se battre, à tout déchirer. Stéphane l'écoutait, assis en silence dans son fauteuil, étudiant calmement les rapports de la bourse. Son imperturbabilité l'exaspérait. Cela ne t'inquiète donc pas du tout? Ils insultent ta femme. Il leva enfin les yeux vers elle. Ce qui m'importe, c'est la victoire, Chloé, pas les escarmouches intermédiaires. Ne te bats jamais avec un cochon dans la boue. Tu te salirais, et le cochon adorerait ça. Sa voix était aussi calme et froide que la glace. Toute réponse de notre part ne ferait qu'attiser leur intérêt. C'est ce qu'ils attendent. La meilleure façon de gagner, c'est l'ignorance totale et un travail impeccablement exécuté. Notre projet. Voilà notre seule réponse. Il doit être si bon que toute calomnie à son sujet paraîtra ridicule. Sa logique de fer la désarmait. Elle savait qu'il avait raison, mais accepter cette tactique passive était difficile. Elle voulait agir, se défendre. Cependant, elle faisait confiance à son expérience dans ce genre de guerre. Elle se força à se calmer et se replongea dans le travail. Mais le ver du doute était déjà semé. Elle commença à remarquer les regards de travers de certains employés du groupe, à entendre des chuchotements dans son dos. La pression montait. Lucas, voyant que la première vague d'attaque n'avait pas eu l'effet escompté et que le travail sur le projet avançait à grands pas, décida d'intensifier la pression. Il comprenait qu'il ne pourrait pas briser Chloé professionnellement. Il fallait donc trouver une vulnérabilité chez Stéphane. Il engagea les meilleurs détectives privés pour fouiller tout le passé de Morel. Il cherchait des informations compromettantes, de vieux péchés, des transactions illégales, tout ce qui pourrait être utilisé pour du chantage ou un scandale public. Chloé l'apprit du chef de la sécurité de Stéphane, qui en fit le rapport lors de l'un de leurs rares dîners communs. Ils interrogent d'anciens employés du père de M. Morel, tentent de retrouver de vieux partenaires, fouillent les archives, informa l'homme aux cheveux gris avec une cicatrice sur la joue. Stéphane l'écouta avec un visage de pierre. Seuls ses muscles maxillaires se contractèrent. Renforcer la sécurité, vérifier tout l'entourage et découvrir qui exactement mène l'enquête, ordonna-t-il brièvement. Après le départ du chef de la sécurité, un silence tendu s'installa dans la salle à manger. La menace était devenue réelle et personnelle. La guerre ne se jouait plus seulement sur les projets, mais sur leur passé, leurs secrets. Il ne trouvera rien, dit Stéphane, plus pour lui-même que pour elle, regardant dans le vide. Mais Chloé perçut dans sa voix une note de tension qu'il dissimulait si soigneusement. Elle comprit que cet homme, qui ressemblait à une forteresse imprenable, avait aussi ses points faibles. La pression des semaines suivantes devint presque insupportable. Un soir, tard, Chloé était assise dans son bureau, penchée sur un détail complexe du projet qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Sa tête lui faisait mal à cause de la fatigue et du stress constant. Elle se sentait épuisée. La porte du bureau s'ouvrit silencieusement et Stéphane entra. Il était sans veste, sa cravate desserrée. Apparemment, lui aussi travaillait tard. Vous devriez vous reposer, dit-il en s'arrêtant près de sa table. Sa voix était inhabituellement douce. Je ne peux pas, répondit-elle sans lever les yeux du plan. Je ne trouve pas de solution. Elle sentit une boule de désespoir lui monter à la gorge. À cet instant, elle n'était pas l'architecte redoutable, mais simplement une femme fatiguée au bord de la crise de nerfs. Il s'approcha en silence, prit un crayon et, en quelques secondes, esquissa dans la marge du plan une solution d'ingénierie élégante. Elle regarda le croquis, stupéfaite. La solution était d'une simplicité géniale. « Comment sais-tu ça ?» demanda-t-elle, le tutoyant pour la première fois. Il eut un petit sourire. « Mon père était ingénieur. »
J'ai grandi au milieu des plans, j'ai retenu quelques trucs. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, et une ombre de tristesse passa sur son visage. Dans la pénombre du bureau, il ne semblait plus être le titan tout-puissant. Il est comme son père, dit soudain Stéphane d'une voix sourde. Jean-Bernard non plus ne reculait devant rien. Quand il a compris qu'il ne pouvait pas rivaliser avec le talent de mon père, il a décidé de le détruire. Il a engagé des gens pour répandre des rumeurs, disant que mon père utilisait des matériaux bon marché, qu'il prenait des pots de vin. Il a systématiquement tué sa réputation. Il parlait en regardant par la fenêtre sombre, comme s'il y voyait des scènes du passé. Mon père était un idéaliste. Il croyait en l'honnêteté et l'intégrité. Il ne pouvait pas comprendre comment son meilleur ami et partenaire pouvait agir ainsi. Ses attaques l'ont brisé. Il a commencé à boire, à négliger son travail. Finalement, Bernard l'a accusé d'incompétence et l'a chassé avec honte de l'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble. Il s'est retrouvé sans rien. Chloé écoutait, retenant son souffle. Maintenant, elle comprenait tout. Elle comprenait la source de cette fureur glaciale qui habitait Stéphane. J'ai vu mon père s'éteindre. J'ai vu cet homme, qui pouvait concevoir des ponts et des bâtiments uniques, se transformer en une ombre. Il n'avait que 45 ans quand son cœur s'est arrêté. À ses funérailles, j'ai juré que je prendrais tout au Bernard, que je construirais un empire à côté duquel leur pilier BTP ressemblerait à une cabane misérable. Je les détruirais comme ils ont détruit mon père, lentement, douloureusement, en leur prenant ce qui leur est le plus cher. Il se tut. Il y avait une telle douleur dans ses yeux que Chloé eut envie de tendre la main et de le toucher. Elle voyait enfin le vrai Stéphane Morel, non pas le stratège froid, mais le fils qui avait consacré sa vie à venger son père. Sa guerre n'était pas une simple lutte pour l'argent et le pouvoir, c'était une lutte pour la justice, pour la restauration d'un nom honorable. Et à ce moment, sa propre soif de vengeance lui parut mesquine et insignifiante. Elle comprit qu'elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour lui, pour la mémoire de son père, pour ce garçon qui avait fait un serment sur une tombe. Leur alliance cessa d'être un simple contrat. Elle se remplit d'un sens nouveau et profond. Nous gagnerons, Stéphane, dit-elle doucement, mais avec une conviction inébranlable. Nous construirons ce projet, et ce sera un monument à ton père, un monument que le monde entier verra. Il tourna lentement la tête et la regarda. Dans son regard, il n'y avait plus de glace, seulement de la gratitude. Alors que le projet de Chloé prenait de l'ampleur, recevant des critiques élogieuses dans le milieu de l'architecture et parmi les investisseurs potentiels, la position de Manon Leroy au sein de l'entreprise de Lucas devenait de plus en plus précaire. Initialement, Lucas l'avait engagé pour que sa vision créative l'aide à surpasser ses concurrents. Mais face au projet audacieux et révolutionnaire de Chloé, le concept de Manon semblait secondaire et sans saveur. Elle avait proposé un ensemble standard d'appartements de luxe avec des éléments d'éco-design qui, en réalité, se résumaient à quelques arbres en pot sur le toit. Lucas, furieux des succès de Chloé et humilié au gala de charité, déversait sa colère sur Manon. Il la réprimandait quotidiennement en réunion, l'accusant de manquer de talent, d'être incapable de proposer quelque chose de valable. Elle construit la ville du futur, et toi tu me proposes un autre poulailler doré. Criait-il en jetant ses croquis par terre. Mon père a mis son âme dans le pilier BTP, et tu le tires vers le fond. Manon subissait l'humiliation en serrant les dents. Elle haïssait Chloé d'une haine féroce, voyant en elle la cause de tous ses échecs. Sa carrière, qu'elle avait mis des années à construire, s'effondrait. Le désespoir la poussa à des actes irréfléchis. Si elle ne pouvait pas battre Chloé par le talent, alors elle devait la détruire. Manon décida d'agir. Utilisant ses anciennes relations, elle trouva un hacker, un jeune homme très doué, prêt à effectuer n'importe quel sale boulot pour une grosse somme d'argent. Le plan était simple et perfide, pénétrer les serveurs du groupe souverain et apporter des modifications critiques au fichier principal du projet de Chloé. Elle voulait fausser les calculs des structures porteuses, changer les spécifications des matériaux pour des versions moins chères et moins fiables. Son but n'était pas seulement de saboter le projet, mais de le rendre potentiellement dangereux. Elle imaginait comment, lors de la présentation finale, une expertise indépendante révélerait des erreurs grossières dans le projet de Chloé, comment son nom serait sali à jamais, et sa carrière détruite. Ce serait la vengeance parfaite, qui lui redonnerait les faveurs de Lucas et lui dégagerait le chemin. Le hacker chercha pendant plusieurs jours des vulnérabilités dans le système de sécurité du groupe souverain.
C'était une véritable forteresse numérique, mais comme dans toute forteresse, il y avait une faille. Grâce à un email de phishing envoyé à l'un des jeunes ingénieurs de l'équipe de Chloé, le hacker réussit à obtenir un accès au réseau local. Il agit la nuit, alors que la plupart des employés étaient partis. Manon était assise dans son bureau, telle une araignée au centre de sa toile, observant ses actions en temps réel. Son cœur battait la chamade, un mélange de peur et d'excitation. Cependant, elle avait sous-estimé le service de sécurité de Stéphane Morel. Son système de protection était à plusieurs niveaux. Dès que le hacker commença à modifier les fichiers protégés du projet, une alarme silencieuse se déclencha. Le système ne le bloqua pas immédiatement, mais commença à enregistrer toutes ses actions, tout en traçant sa localisation physique. Le chef de la sécurité informa immédiatement Stéphane, qui se trouvait à ce moment-là dans son bureau avec Chloé. Ils discutaient des derniers détails de la présentation. « Nous avons une intrusion », dit Stéphane après avoir écouté le rapport au téléphone. Son visage était parfaitement calme, mais une lueur prédatrice apparut dans ses yeux. Ils essaient de modifier les fichiers du projet. Suivez-le, appréhendez-le et découvrez qui est le commanditaire. Il raccrocha et regarda Chloé, qui s'était figée en entendant cela. Il semble que nos adversaires soient passés à l'action. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Laissons-les jouer un peu. Le lendemain matin, Manon arriva au travail d'humeur joyeuse. Elle était convaincue que son sabotage avait réussi. Elle attendait même avec une certaine jubilation les nouvelles de l'échec de Chloé. En milieu de journée, elle reçut un message de Lucas sur son ordinateur de travail, avec la mention « Urgent ». Il la convoquait dans la salle de conférence. Elle entra, s'attendant à une autre réprimande, mais découvrit une scène étrange. À la table était assis Lucas, pâle comme un linge, et de chaque côté de lui, deux hommes en costume strict, qu'elle reconnut sans peine comme des hommes de Morel. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle en essayant de cacher son anxiété. L'un des hommes posa silencieusement une tablette devant elle. Sur l'écran, une vidéo. Elle se vit, assise dans son bureau, et entendit sa propre voix donner des instructions au hacker, modifier exactement ses blocs. Plus l'erreur est grossière, mieux c'est. L'enregistrement était accompagné de journaux de discussion et de données sur des transferts d'argent. C'était un échec total et irréfutable. « Manon, tu te rends compte de ce que tu as fait » murmura Lucas. Sa voix n'exprimait pas la colère, mais la terreur. « Tu as tenté de saboter un projet qui vaut des milliards. C'est un délit pénal. Tu ne t'es pas seulement compromise, tu as compromis toute l'entreprise. » Il la regardait comme une paria. Il n'avait pas peur pour elle, mais pour lui-même. Il craignait que Stéphane n'utilise cet incident pour le détruire. Manon restait silencieuse, fixant l'écran d'un regard vide. Son monde s'était effondré en un instant. Elle était un pion qui venait d'être retiré de l'échiquier. Les hommes de Morel n'appelèrent pas la police. Ce serait trop simple. Au lieu de cela, ils remirent tous les documents à Lucas. Monsieur Morel vous donne l'opportunité de résoudre ce problème vous-même, Monsieur Bernard, dit l'un d'eux d'un ton glacial. Nous attendons que Madame Leroy et ses méthodes ne réapparaissent plus jamais dans ce secteur. Sinon, ces documents deviendront publics, et c'est vous qui aurez des problèmes. Le jour même, Manon fut licenciée avec déshonneur. La nouvelle de sa tentative de sabotage et de son échec se répandit instantanément dans la communauté professionnelle, mettant un terme à sa carrière. Elle devint une paria. Lucas, quant à lui, fut contraint de présenter des excuses publiques au groupe souverain pour les agissements inacceptables de son ancien employé, ce qui fut pour lui une nouvelle humiliation. Chloé et Stéphane avaient remporté une autre victoire nette, sans même se salir les mains. Le soir de ce jour-là, Chloé trouva Stéphane sur la terrasse privée de l'appartement. Il se tenait près du parapet, regardant les lumières scintillantes de la ville. Il tenait un verre de vin rouge à la main. Il buvait rarement, signe que quelque chose le troublait. Il ne se retourna pas quand elle s'approcha. « C'est fini. Elle ne représentera plus une menace, dit-elle doucement. « Je sais, répondit-il sans se retourner. C'était une agonie prévisible. Il but une gorgée. Parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine. Toute cette lutte, toute cette haine. Elle brûle tout de l'intérieur, ne laissant que des cendres. » Sa voix était sourde et fatiguée. Pour la première fois,
elle y entendit des notes de doute. Cet homme, qui lui semblait être un roc indestructible, était vulnérable à cet instant. Il avait retiré son masque de magnate de fer, et en dessous se trouvait un homme simplement fatigué d'une guerre de plusieurs décennies. « Ton père serait fier de toi, dit-elle en se tenant à ses côtés. Tu te bats pour son honneur. Tu te bats pour la justice. Il n'y a rien de destructeur là-dedans. » Il tourna la tête vers elle. Dans la pénombre de la terrasse, ses yeux semblaient presque noirs. « Et vous, Chloé, pourquoi vous battez-vous? La vengeance pour la trahison de Lucas vous anime-t-elle encore? » La question était directe et inattendue. Elle réfléchit, regardant la ville. Au début, oui. Je voulais le voir humilié. Mais maintenant tout a changé. Elle le regarda dans les yeux. Maintenant, je me bats pour ce projet, pour la ville que nous construisons, pour la chance de prouver que l'architecture peut changer la vie des gens. Elle fit une pause. Et je me bats pour mon partenaire, qui a cru en moi quand j'étais au plus bas. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose changea entre eux. Les murs qu'ils avaient si soigneusement érigés s'effondrèrent. Ce n'était plus la conversation de deux alliés sous contrat. C'était la conversation de deux personnes proches, qui avaient traversé beaucoup de choses ensemble et avaient appris à se comprendre sans mots. L'air entre eux devint dense, électrisé. Stéphane leva lentement la main et toucha sa joue. Son contact était doux, presque impalpable. Il écarta une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa coiffure. Ce simple geste était plus éloquent que n'importe quel mot. Il y avait de l'attention, de la tendresse et ce qu'elle craignait de s'avouer, un sentiment naissant. Il se pencha lentement vers elle. Son cœur s'arrêta. Elle savait qu'elle devrait reculer, lui rappeler les règles, le contrat, mais elle ne pouvait pas. Elle ferma simplement les yeux, attendant son baiser. Le matin de la présentation finale était empli d'un silence vibrant. L'air dans l'appartement semblait électrisé par la tension. Chloé et son équipe avaient effectué une dernière répétition, peaufinant chaque mot, chaque diapositive à la perfection. Tout était prêt. Elle se tenait près de la fenêtre panoramique du salon, regardant la ville s'éveiller. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement le destin du projet qui se jouait, mais aussi son propre destin. C'était le jour vers lequel elle avait tendu toute sa vie professionnelle. Stéphane entra dans la pièce, déjà vêtu d'un costume d'affaires strict. La tension tacite, restée après leur baiser presque arrivé sur la terrasse, flottait encore entre eux. Ils n'en avaient pas parlé, s'accordant silencieusement pour mettre de côté tout ce qui était personnel jusqu'à la fin de la bataille. Mais quelque chose avait changé. Maintenant, dans son regard quand il la regardait, il n'y avait pas seulement du respect, mais aussi une chaleur qu'il n'essayait plus de cacher. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il. Sa voix était calme, mais elle y décela des notes d'inquiétude pour elle. « Je suis née prête, » répondit-elle avec un léger sourire. La salle des délibérations de l'hôtel de ville d'une ville de la Loire était immense et solennelle. Des murs lambrissés de chêne, de hauts plafonds voûtés et de lourds rideaux de velours. Tout ici respirait le pouvoir. Autour d'une longue table en demi-cercle siégeaient les membres du conseil d'urbanisme, les maires adjoints, d'éminents experts indépendants. Des journalistes de toutes les grandes publications économiques étaient présents dans la salle. Chloé sentait des centaines de regards sur elle. Elle croisa le regard de Stéphane, assis au premier rang. Il lui fit un signe de tête à peine perceptible, et cela suffit à apaiser son anxiété. L'équipe de Lucas Bernard présenta en premier. Il monta à la tribune avec un sourire arrogant, mais ses yeux fuyants trahissaient sa tension intérieure. Son projet, comme Chloé s'y attendait, était techniquement impeccable, coûteux et totalement prévisible. Il parla de profit, de prestige, de mètres carrés de logement de luxe. Sa présentation ressemblait à un rapport pour investisseurs. Elle n'avait ni âme, ni rêve. Les membres du conseil l'écoutèrent avec un ennui poli. Puis ce fut le tour de Chloé. Elle monta à la tribune, et le silence se fit dans la salle. Elle était l'antithèse de Lucas. Elle ne parla pas d'argent, mais de gens, pas de prestige, mais de qualité de vie. Elle leur peignit le tableau d'une ville future, où la technologie est au service de l'homme, où l'on peut respirer de l'air frais, où les enfants peuvent jouer dans des cours vertes et sûres. Sa voix était assurée et passionnée, contaminant l'auditoire de sa foi dans le projet. Elle ne leur montra pas de belles images, mais un modèle fonctionnel.
Elle démontra comment un système de collecte des eaux de pluie assurerait l'arrosage des parcs, comment les panneaux solaires sur les toits rendraient le complexe presque autonome, comment une logistique bien pensée éviterait les embouteillages aux résidents. C'était une symphonie d'architecture, d'ingénierie et d'écologie. Quand elle eut terminé, un silence de quelques secondes plana sur la salle, puis des applaudissements éclatèrent. Même les critiques les plus sévères du Conseil la regardaient avec une admiration non dissimulée. La victoire semblait évidente, mais Lucas n'allait pas abandonner. Dès que le président du Conseil proposa de passer à la discussion, il leva la main. « Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai une information urgente qui concerne directement la sécurité du projet de Madame Morel. » Sa voix était empreinte d'une fausse préoccupation. Des chuchotements reprirent dans la salle. Chloé se tendit. Elle s'attendait à un coup, et le voici. Lucas s'avança au centre de la salle, tenant des papiers à la main. Nous avons appris que le matériau composite innovant, le Gratex, qui constitue la base des structures porteuses dans le projet du groupe souverain, a échoué il y a quelques jours aux tests finaux de résistance sismique dans un laboratoire de certification européen. Voici la conclusion officielle. Il posa les documents sur la table devant le président. L'utilisation de ce matériau dans la construction est désormais interdite. Tout le projet de Madame Morel est basé sur un matériau dangereux et non certifié. Il doit être immédiatement retiré de l'examen. C'était un coup puissant, presque un chaos. L'accusation était gravée, si elle était confirmée, mettait une croix sur tout le projet. Le bruit monta dans la salle. Les membres du conseil regardaient Chloé, déconcertés. Lucas se tenait là, triomphant. Il était certain de l'avoir acculé. Il n'attaquait pas son design. Il frappait aux fondations, à la base technique, en faisant appel à la sécurité des citoyens. C'était un coup diaboliquement intelligent. Mais Chloé resta parfaitement calme. Elle jeta un bref regard à Stéphane. Il était assis, immobile, mais un feu glacial brûlait dans ses yeux. Ils étaient prêts pour cela. Ils s'y attendaient. Elle prit le micro. Monsieur Bernard a raison, commença-t-elle d'une voix égale, et un murmure de surprise parcourut la salle. Le matériau Gratex n'a effectivement pas passé la certification. Nous le savons depuis 2 semaines. Elle projeta une nouvelle diapositive sur l'écran principal. C'est précisément pour cela que, prévoyant les risques potentiels, nous avons mené nos propres recherches à l'avance et trouvé une alternative. Permettez-moi de vous présenter le matériau carbon-titane. Il est 15% plus cher, mais 30% plus résistant et plus léger que le Gratex. Nous avons déjà signé un contrat d'approvisionnement exclusif avec le fabricant. Tous les calculs de notre projet ont été ajustés en conséquence pour ce nouveau matériau. Lucas resta bouche bée. Son triomphe s'était effondré. Mais ce n'était pas encore fini. Cependant, poursuivit Chloé, sa voix devenant dure comme l'acier, le fait que le Gratex ait échoué au test de manière si inattendue nous a intrigués. Et nous avons mené une petite enquête. Elle regarda Lucas droit dans les yeux. Il nous semble étrange que la conclusion officielle du laboratoire soit arrivée entre vos mains avant les nôtres, alors que nous sommes le commanditaire direct de ce matériau. Elle afficha la diapositive suivante. C'était la copie d'un virement bancaire d'un montant important, envoyé depuis un compte offshore lié au pilier BTP, sur le compte personnel du directeur de ce même laboratoire européen. Ce virement a été effectué la veille de la publication des résultats des tests, constata Chloé, impassible. Puis elle lança un fichier audio. La voix de Lucas, enregistrée par la sécurité de Stéphane, résonna dans la salle. « Je me fiche de comment vous le faites, disait-il dans l'enregistrement. Falsifier les résultats, échanger les échantillons. J'ai besoin d'un document officiel attestant que ce matériau est dangereux. Le prix n'a pas d'importance. » L'enregistrement s'arrêta. Un silence de mort régnait dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers Lucas, dont le visage était devenu blanc comme un linge. Il était démasqué, publiquement, humilié, et sa tentative de sabotage s'était retournée contre lui. Le président du conseil, un architecte âgé et respecté, se leva lentement. Son visage était rouge de colère. « Monsieur Bernard, prononça-t-il d'un ton glacial. Non seulement vous avez tenté de tromper le conseil d'urbanisme, mais vous avez mis en péril la réputation de toute notre région. Votre comportement est abject et indigne. Je vous prie de quitter immédiatement cette salle. »
Les autorités compétentes se chargeront d'enquêter sur vos agissements. Anéanti, écrasé, Lucas se dirigea en chancelant vers la sortie, sous les regards méprisants de toute l'assemblée. Sa carrière, sa réputation, son avenir, tout était détruit en un instant. Après son départ, le président se tourna de nouveau vers Chloé. « Madame Morel, je vous présente mes excuses pour cet incident. Votre professionnalisme et votre prévoyance sont admirables. Le Conseil n'a pas besoin de délibérer davantage. Nous sommes prêts à passer au vote. » Le résultat était joué d'avance. Le projet de Chloé fut adopté à l'unanimité. Alors qu'elle descendait de la tribune, la salle explosa en applaudissements. Elle traversa la foule de journalistes, sans remarquer les flashs des appareils photo. Ses yeux ne cherchaient qu'un seul homme. Stéphane l'attendait à la sortie. Il ne souriait pas, mais il y avait tant de fierté et d'admiration dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. Il lui tendit silencieusement la main. Elle posa sa paume dans la sienne. Ensemble, ils quittèrent la salle, laissant derrière eux les ruines de l'Empire de Bernard. La bataille était gagnée. L'effet des événements dans la salle des délibérations fut semblable à un tsunami. Avant même que Chloé et Stéphane n'aient quitté le bâtiment, la nouvelle de l'échec et de la dénonciation de Lucas Bernard s'était répandue dans toutes les agences de presse. Les principales publications économiques sortirent des éditions spéciales. Les titres criaient « Tentative de sabotage sur l'appel d'offres du siècle »,« L'Empire de Bernard convaincu de corruption »,« Le coup de génie de Chloé Morel »,« Comment la nouvelle étoile de l'architecture a fait tomber un titan ». L'histoire était trop belle pour être ignorée, trahison, vengeance, une femme de génie et son puissant mari rétablissant la justice. Le lendemain matin, à l'ouverture de la bourse, ce fut l'effondrement. Les actions du pilier BTP chutèrent avec un fracas assourdissant. Dès les premières minutes de cotation, elles perdirent 40% de leur valeur. Les investisseurs, effrayés par le scandale et les procès à venir, se débarrassaient en panique de ces actifs toxiques. Les téléphones du bureau du pilier BTP sonnaient sans cesse, assaillis par les appels d'actionnaires et de partenaires furieux. L'empire financier que la famille Bernard avait mis des décennies à construire commençait à s'effriter sous leurs yeux. Et ce n'était que le début. Un effet domino s'était enclenché. Les plus grands partenaires internationaux, soucieux de leur réputation, annoncèrent les uns après les autres leur retrait des projets communs avec le pilier BTP. Les banques qui finançaient l'entreprise gelèrent d'urgence toutes les lignes de crédit et exigèrent le remboursement anticipé de près de plusieurs millions. L'entreprise, privée d'argent frais et accablée de dettes, se retrouva au bord de la faillite. La réaction en chaîne fut rapide et impitoyable. Lucas s'enferma dans son bureau, celui-là même qui avait été celui de son père, symbole de leur pouvoir. Il ressemblait maintenant à un bunker, une forteresse assiégée. Il ne répondait pas aux appels. Il restait assis dans la pénombre, fixant stupidement les écrans des moniteurs où les chiffres rouges de la chute des actions se succédaient. Une bouteille de vin rouge de Grand Cru était déjà presque vide. Son monde, si stable et immuable, s'était effondré en une nuit. Il avait tout perdu, le projet, la réputation, l'argent, l'avenir. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et son père, Jean Bernard, entra. C'était un homme âgé, mais toujours autoritaire, au regard lourd. Il n'était pas apparu au bureau depuis plusieurs années, gérant les affaires depuis l'ombre, mais aujourd'hui, il était venu. Il s'approcha silencieusement de la table et gifla son fils de toutes ses forces. Le coup fut si violent que Lucas chancela. « Toi !» siffla le vieil homme, sa voix pleine de venin. « J'ai passé ma vie à construire cet empire. J'ai écrasé des gens, j'ai trahi, j'ai tout risqué pour te le transmettre. Et toi, qu'as-tu fait ? » « J'ai essayé. » balbutia Lucas, la main sur sa joue brûlante. « Tu as essayé. » rugit son père. « Dans ton orgueil et ta luxure, tu t'es lié à cette fille. Tu l'as sous-estimée, puis tu as sous-estimé Morel. Tu t'es conduit comme un gamin morveux, pas comme un loup. Tu as déshonoré notre nom. Tu as détruit tout ce pourquoi j'ai vécu. » Il attrapa la bouteille vide sur la table et la projeta avec force contre le mur. Le verre vola en éclats. Lucas se recroquevilla dans son fauteuil. Il était anéanti non seulement par la défaite, mais aussi par le mépris dans les yeux de son propre père. Chloé observait cette chute de loin. Stéphane la tenait au courant de tous les événements, lui montrant des rapports et des bilans.
Elle voyait les reportages où les anciens partenaires de Lucas le reniaient les uns après les autres. Elle lisait des articles d'analyse où les experts prédisaient la faillite inévitable du pilier BTP. Mais elle ne ressentait aucune jubilation. Le désir de vengeance, autrefois dévorant, s'était complètement évaporé, ne laissant derrière lui qu'un vide retentissant. Elle ne voyait pas en Lucas un monstre, mais seulement un homme faible et gâté, brisé par ses propres ambitions et son arrogance. Il lui était presque indifférent. Parfois, elle le plaignait même. Elle comprit qu'elle avait depuis longtemps surmonté son ressentiment et que ses pensées étaient occupées par autre chose, la construction à venir, la formation de l'équipe, des milliers de tâches créatives et organisationnelles. Et elles étaient aussi occupées par Stéphane. Elle se surprenait de plus en plus souvent à penser à lui, à ses rares sourires, à la chaleur de sa main, à la douleur dans ses yeux quand il parlait de son père. Stéphane, quant à lui, était entièrement concentré sur l'achèvement de l'ennemi. Il attendait ce moment depuis de nombreuses années. Lorsque les actions du pilier BTP atteignirent leur plus bas niveau, il porta le coup de grâce. Par le biais de fonds d'investissement et de filiales, le groupe souverain commença le rachat massif des actifs dévalués de Bernard. Ce n'était pas une simple acquisition, c'était une dévoration humiliante des restes. Ils rachetaient leurs usines, leurs biens immobiliers, leurs contrats pour une bouchée de pain. Il agissait froidement, rapidement et efficacement, comme un chirurgien retirant une tumeur. Il racheta les dettes bancaires du pilier BTP, devenant leur principal et unique créancier. L'ennemi était acculé, privé de tous ses alliés et de toutes ses ressources. Le coup final n'était qu'une question de temps. Stéphane ne se contentait pas de gagner, il effaçait le nom des Bernard de la carte du monde des affaires français. Il tenait le serment fait des années auparavant. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans l'appartement, un message arriva sur la tablette de Stéphane. Il le lut, et son visage ne trahit aucune émotion. Il posa simplement la tablette sur la table et dit « C'est fini. Nous avons obtenu la majorité des parts. Le pilier BTP n'existe plus. À partir de demain, il fera partie du groupe souverain. » Il le dit si simplement, comme s'il parlait de la météo. Mais Chloé savait que derrière ces mots se cachait une vie entière consacrée à la lutte. Elle le regarda. « Es-tu heureux » demanda-t-elle doucement. Il réfléchit longuement, regardant les lumières de la ville nocturne. « Je ressens un sentiment d'achèvement, dit-il enfin. Comme si je fermais un très long et lourd chapitre de ma vie. Mon père est vengé. » Il posa son regard sur elle. « Je n'y serais pas arrivé sans toi, Chloé. Tu n'étais pas seulement une partie du plan, tu en étais le cœur. » Ces paroles contenaient une gratitude et une reconnaissance sincère qui valaient pour elle plus que tout l'argent ou tous les projets du monde. Elle comprit que leur étrange alliance les avait menés à la victoire non seulement sur leur ennemi, mais aussi sur leurs propres démons. Elle ressentit une légèreté sans précédent. Le passé était enterré. La porte était fermée. Devant elle, il n'y avait qu'une nouvelle vie, un nouveau projet qui deviendrait le symbole de leur victoire commune. Et un chemin nouveau, encore inexploré, aux côtés de cet homme complexe, fort et si proche d'elle. Les semaines passèrent. Le tumulte autour de la chute du pilier BTP et du triomphe du groupe souverain s'apaisa peu à peu, remplacé par le quotidien des affaires. La vie reprit un cours nouveau et mesuré. Chloé se plongea corps et âme dans le travail sur le projet Nouvel Horizon. Maintenant que tous les obstacles étaient levés, la partie la plus intéressante et la plus complexe commençait, la conception détaillée, la sélection de l'équipe, la réalisation d'études géologiques. Sa journée de travail était planifiée à la minute près, mais elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse et accomplie. Stéphane n'était pas moins occupé. L'intégration des actifs du pilier BTP dans la structure du groupe souverain était une tâche colossale. Il tenait des réunions interminables, voyageait pour des négociations, restructurait des départements entiers. Sur le plan professionnel, il fonctionnait avec Chloé comme un mécanisme parfaitement huilé. Il discutait souvent de questions de travail, et son regard neuf l'aidait à résoudre des problèmes de gestion complexes, tandis que sa pensée stratégique ouvrait de nouvelles possibilités pour son projet. Ils étaient devenus de véritables partenaires. Mais dès qu'ils franchissaient le seuil de l'appartement, cette harmonie professionnelle laissait place à une tension croissante. La raison de leur mariage, le contrat de vengeance, était épuisé. L'objectif était atteint avec un succès retentissant. Selon les règles qu'ils avaient eux-mêmes établies au début, ils auraient dû s'asseoir à une table et discuter des termes de leur divorce.
Mais ni lui ni elle n'abordaient le sujet. Il flottait dans l'air, comme un nuage d'orage, invisible mais ressenti par tous les deux. Ils évitaient soigneusement le sujet, remplissant leur soirée de travail ou de discussion sur l'actualité. Mais le silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Ils criaient que leur relation avait largement dépassé le cadre d'un accord commercial. Les contacts fortuits, les longs regards qu'ils essayaient de dissimuler, les petits gestes d'attention, tout cela créait une nouvelle réalité qui ne cadrait pas avec les paragraphes de leur contrat initial. Leur alliance froide s'était transformée, à leur insu, en quelque chose de beaucoup plus chaleureux et fragile. Un soir, tard, Chloé travaillait sur une maquette complexe dans le salon. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas qu'elle s'était assoupie, penchée sur sa table à dessin. Stéphane rentra bien après minuit. Il entra doucement dans la pièce et la vit endormie. Une expression paisible s'était figée sur son visage. Il resta quelques instants à la regarder. À ce moment, elle n'était ni la brillante architecte, ni sa partenaire de vengeance. Elle était simplement la femme qui avait apporté le chaos et la lumière dans son monde froid et ordonné. Il ne la réveilla pas. Il retira silencieusement sa veste et couvrit délicatement ses épaules. Puis il s'assit dans un fauteuil en face d'elle et la regarda longuement. Deux sentiments se battaient en lui. La raison, habituée à tout contrôler, lui disait de suivre le plan, de la laisser partir comme promis, de lui donner la liberté qu'elle méritait. Mais le cœur, qu'il croyait pétrifié depuis longtemps, protestait. L'idée qu'elle quitte cette maison, sa vie, était physiquement douloureuse. Il comprit enfin qu'il ne pouvait plus repousser l'inévitable. Il n'avait pas le droit de la retenir par la force ou la tromperie. Il devait lui donner le choix, même si ce choix lui brisait le cœur. Il prit sa décision. Le lendemain matin, il fut ostensiblement formel et froid. Après le petit déjeuner, il lui demanda de le rejoindre dans son bureau. « Chloé, nous devons parler », dit-il d'un ton qui n'admettait aucune objection. Le bureau, comme toujours, était en parfait ordre, mais Chloé eut l'impression que l'air y était particulièrement lourd. Stéphane se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos. « Comme tu le sais, notre objectif principal est atteint », commença-t-il sans préambule. « L'empire de Bernard est détruit. Notre contrat peut être considéré comme rempli. » Chaque mot lui coûtait un effort visible, bien qu'il tentât de garder une expression impassible. Il se retourna et s'approcha de la table. Sur la surface polie reposait une fine chemise cartonnée. Ce sont les documents de dissolution du mariage. Mes avocats ont préparé tous les papiers. Il y a aussi un accord de partage des biens. Selon celui-ci, 10% des actions du groupe souverain te reviennent, ainsi que la pleine propriété du projet Nouvel Horizon. C'est. Il hésita. Tapé pour un travail brillamment exécuté. Il regardait ailleurs, évitant son regard. Chloé regarda silencieusement le dossier, puis lui. Son cœur se serra d'un froid glacial. Alors voilà. Pour lui, ce n'était encore qu'une transaction. Il lui offrait de l'argent et la liberté, comme si elle était une mercenaire ayant rempli son contrat. Toute la chaleur, toutes les allusions aux sentiments qui, lui semblait-il, étaient nés entre eux, n'étaient qu'une illusion. L'amertume se mêla à la déception. « Tu es libre, Chloé », poursuivit-il d'une voix sourde. « Tu ne me dois plus rien. Tu peux commencer une nouvelle vie, où il n'y aura de place ni pour moi, ni pour les fantômes du passé. » Il lui tendit un stylo. « Il te suffit de signer. » Il leva enfin les yeux sur elle. Et à cet instant, elle vit tout. Derrière le masque de l'homme d'affaires froid se cachait un homme vulnérable, qui avait peur de la regarder dans les yeux. Il avait peur. Et là, elle comprit. Il ne la chassait pas. Il lui offrait la liberté parce qu'il estimait ne pas avoir le droit de lui demander de rester. Lui, l'homme habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, avait peur d'un refus. Il se protégeait d'une douleur possible, cachant ses vrais sentiments derrière les paragraphes d'un contrat. Et cette intuition changea tout. La colère et l'amertume laissèrent place à la tendresse et à la détermination. Elle n'allait pas jouer selon ses règles. Elle ne prit pas le stylo. Au lieu de cela, elle s'approcha de la table et le regarda droit dans les yeux. « Et c'est tout ?» demanda-t-elle doucement, mais sa voix contenait de l'acier. « Juste une signature, et nous nous séparons comme si de rien n'était ? Comme si tous ces mois n'avaient été qu'un projet d'affaires ?» Il se taisait,
la regardant avec tension. Il ne s'attendait pas à une telle résistance. « Réponds-moi, Stéphane. » Elle fit un pas de plus vers lui. « Est-ce tout ce que c'était pour toi? Juste un contrat? Es-tu vraiment prêt à me laisser partir si facilement? » Elle le défiait, le forçant à sortir de son armure. Elle voyait le calcul et les sentiments se battre dans ses yeux. Elle prenait le risque d'entendre une réponse qui lui briserait le cœur. Mais elle devait connaître la vérité. Il leva lentement la main, comme s'il voulait la toucher, mais l'arrêta à 1 centimètre de son visage. « Ce n'est pas facile, murmura-t-il. Et dans ce murmure, il y avait plus de douleur et de désir que dans tous ses grands discours. Le dossier de divorce reposait entre eux sur la table, symbole de leur passé. Mais l'avenir ne se décidait pas sur le papier. Il se décidait maintenant, dans ce duel de regards, de 2 cœurs qui avaient peur d'avouer leur véritable désir. La question de Chloé resta suspendue dans le silence vibrant du bureau. C'était comme un gant jeté, un défi que Stéphane ne pouvait plus ignorer. Son sang-froid, qui avait été sa principale armure toute sa vie, se fissura. Il la regarda, cette femme fragile mais inflexible, qui avait fait irruption dans sa vie comme un ouragan et avait tout bouleversé. Il n'avait pas perdu contre Lucas, ni contre ses concurrents, mais contre elle. Et cette défaite était plus douce que n'importe quelle victoire. « Facile ? » répéta-t-il d'une voix sourde, pleine d'amertume. « Tu crois que c'est facile pour moi, Chloé ? Je me réveille chaque jour en pensant que notre mariage est un mensonge, construit sur la vengeance. Je t'ai entraîné dans ma sale guerre. Je t'ai utilisé comme une arme. Je n'avais pas ce droit. » Il fit enfin un pas vers elle, réduisant la distance qui les séparait. Son visage était tordu par la douleur qu'il avait si longtemps cachée. « Comment puis-je te demander de rester ?» Il parlait presque en chuchotant, mais chaque mot résonnait dans le cœur de Chloé. « Rester avec moi, un homme pour qui la haine a été le sens de la vie? Tu mérites mieux. Tu mérites un départ pur, pas une vie construite sur les ruines du passé. Je te donne la liberté parce que c'est la seule chose honnête que je puisse faire pour toi. Même si l'idée que tu partes me tue. » Les derniers mots s'échappèrent de ses lèvres comme un gémissement. C'était un aveu complet, inconditionnel, dévastateur. Il ne la laissait pas partir parce qu'il ne l'aimait pas. Il la laissait partir parce qu'il l'aimait trop pour être égoïste. Des larmes montèrent aux yeux de Chloé, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais de soulagement. Elle s'approcha tout près de lui et toucha doucement sa main. Il tressaillit, mais ne recula pas. « Stéphane, regarde-moi, » demanda-t-elle doucement. Il leva difficilement les yeux vers elle. « Tu dis que notre mariage est construit sur un mensonge, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante et vraie qu'à tes côtés. Oui, il a commencé par la vengeance, mais il a continué avec le respect. Il s'est renforcé dans une lutte commune. Il a été mis à l'épreuve par la trahison et les intrigues. N'est-ce pas une base plus réelle que celle de la plupart des couples? » Elle parlait, et sa voix devenait de plus en plus assurée. Elle se battait pour eux deux. « Tu dis que tu m'as entraîné dans ta guerre, mais tu oublies que c'était aussi ma guerre. Tu ne m'as pas seulement utilisé, tu as cru en moi. Tu m'as donné des ressources, tu m'as protégé. Tu as vu en moi non pas une victime, mais une partenaire égale. Tu m'as aidé à retrouver non seulement ma carrière, mais aussi ma dignité. » Elle voyait l'expression de son visage changer, la méfiance laissait place à un espoir timide. « Et toi, Stéphane ?» Elle leva la main et toucha sa joue. « Tu n'es pas que haine. J'ai vu ta douleur pour ton père. J'ai vu ton attention. J'ai vu ton génie. J'ai vu le vrai toi, celui que tu caches au monde entier. Et c'est cet homme dont j'ai besoin. Je ne veux pas de la liberté s'il n'y a pas toi dedans. » Elle prit le dossier de divorce sur la table. Elle le regarda une seconde, puis, rassemblant toutes ses forces, le déchira en deux. Les morceaux de papier tombèrent lentement sur le sol, comme les pétales de fleurs fanées. C'était la fin de leur ancien contrat et le début d'un nouveau, non écrit. Stéphane regarda les documents déchirés, puis elle. L'incrédulité se lisait dans ses yeux. « Chloé » murmura-t-il, comme s'il craignait de croire à son bonheur. « Je t'aime, Stéphane Morel » dit-elle clairement et fermement, ne laissant aucune place au doute. « Je ne partirai nulle part. » Et alors, il fit ce qu'elle attendait depuis si longtemps.
Il l'attira à lui et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux et prudent. Ce fut un baiser plein de passion, de désespoir et de soulagement qu'ils avaient tous deux contenu pendant des mois. Il y avait toute la douleur de leur passé et tout l'espoir de leur avenir. Il l'embrassait comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle lui répondit avec la même force, mettant dans ce baiser tout son amour et sa foi en eux. Quand ils se séparèrent enfin, respirant difficilement, ils se regardèrent simplement, et plus aucun mot n'était nécessaire. Un an plus tard, une journée d'automne ensoleillée inondait de lumière un immense chantier de construction. Ici, sur le site d'anciennes friches industrielles, une nouvelle ville naissait, un nouvel horizon. Des dizaines de grues tournaient lentement leurs flèches. Les fondations des premiers bâtiments étaient posées. Sur une tribune spécialement érigée, s'étaient rassemblés des journalistes, des investisseurs et toute l'élite de la région. C'était aujourd'hui le jour solennel de la cérémonie de pose de la première pierre. Chloé se tenait sur la tribune, vêtue d'un élégant tailleur clair. Elle regardait le chantier, et son cœur débordait de fierté. Son rêve, son projet, son enfant prenaient chair et sang. Ce n'était que le début, mais elle voyait déjà à quel point cet endroit serait magnifique. À côté d'elle se tenait Stéphane. Il ne regardait pas le chantier, il la regardait, elle. Il y avait tant d'amour et de tendresse dans son regard que son souffle se coupait encore. Ils avaient traversé beaucoup de choses cette année-là. Il y avait eu des difficultés, des disputes, des nuits blanches, mais maintenant, ils n'étaient plus seulement des partenaires, ils étaient une famille. Leur mariage, commencé comme une fiction, était devenu la plus grande vérité de leur vie. Ils avaient appris à se faire confiance, à se soutenir, et surtout, à parler de leurs sentiments. La glace dans le cœur de Stéphane avait définitivement fondu, laissant place à la chaleur et à l'attention. Après la partie officielle, lorsque les invités furent partis, ils restèrent seuls sur la plateforme d'observation. Le vent agitait ses cheveux, et Stéphane écarta doucement une mèche rebelle derrière son oreille. Dire que tout cela est né de la trahison et de la haine, dit-elle, regardant le panorama du chantier. Elle le disait sans amertume, constatant simplement un fait. Parfois, pour construire quelque chose de vraiment solide, il faut d'abord tout détruire, répondit-il en souriant et en passant un bras autour de ses épaules. Nous avons détruit un ancien monde bâti sur le mensonge pour en ériger un nouveau, fondé sur l'amour et la confiance. Il l'embrassa sur la tempe. Et nous avons de sacrées bonnes fondations. Ils restèrent là en silence, enlacés, regardant la ville qui s'étendait devant eux. Au loin s'élevaient les clochers de la vieille ville, et ici, à leurs pieds, naissait l'avenir. Un avenir qu'ils construisaient ensemble, leur propre nouvel horizon. Et ils savaient que de nombreux défis les attendaient encore, mais maintenant, ils étaient prêts à les affronter ensemble, car ils n'étaient pas seulement deux personnes fortes, ils ne faisaient qu'un.